Bonjour à tous et bienvenue. Alors, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, lorsque je présentais le manioc comme cette culture, comme cette bouture qui regorge de plusieurs opportunités avec laquelle on peut faire plusieurs choses. Alors, cette semaine, je vais vous parler de la farine de manioc. Je vais exposer cette farine et je vais vous dire comment est-ce qu'elle est produite, quels sont les outils utilisés pour produire de la farine de manioc et aussi quel est le marché auquel elle est destinée. Alors, déjà, je tiens déjà à dire que cette vidéo risquerait d'être un peu plus longue que les autres, mais ça vaut vraiment de la peine de rester car c'est à la fin que je vais vous parler des machines qui sont utilisées pour la production de farine de manioc. Alors, parlons donc de farine de manioc tout de suite après le générique. Alors, la farine de manioc, tout comme la farine de blé, est utilisée pour faire plusieurs choses. En fait, chaque fois que j'entends parler de la farine de manioc, je ne peux ne pas m'empêcher de penser à la farine de blé parce qu'il y a toujours cette petite comparaison qui trotte dans ma tête chaque fois que j'entends parler de la farine de manioc. Une comparaison avec la farine de blé, une comparaison en termes de goût, en termes de qualité et aussi en termes de prix. Alors, je me suis proposé donc de faire un bref aperçu sur la farine de blé, juste un aperçu comme ça, pour qu'on puisse déjà comprendre, mieux comprendre la farine de manioc. D'ailleurs, que la farine de blé est la farine la plus reconnue et la plus consommée mondialement, et cela même jusqu'en Afrique où elle n'est presque pas du tout produite. Alors, parlons donc de la farine de blé. La farine de blé est le résultat du broyage de céréales, des graines de céréales qu'on va appeler le blé. Les graines de céréales qui ont été séchées, qui sont sèches et tendres. Lorsqu'on va broyer cela, on va obtenir la farine de blé. On va appeler dans ce processus la mouture. Et le blé, quant à lui, est une céréale qui est plutôt sélective en ce qui concerne les conditions climatiques et aussi même le sol. Puisque lorsqu'on regarde les régions qui cultivent énormément du blé et donc qui produisent énormément de farine de blé, on va citer les pays tels que la Chine, l'Inde, la Russie, l'Ukraine, la France. Bref, il y a plusieurs pays qui produisent énormément de farine de blé, sauf les pays africains. En effet, rien que 2% du blé mondial est produit en Afrique. Et ces 2%-là, on va beaucoup plus voir les pays de l'Afrique de l'Ouest où ils ont des méthodes, des techniques pour cultiver le blé avec des techniques d'irrigation qui peuvent souvent être assez complexes. C'est ce qui justifie d'ailleurs ce faible taux de production de blé en Afrique. Et pourtant, le taux de consommation de farine de blé en Afrique n'est pas des moindres. On n'a qu'à observer toute cette quantité de pain qui est consommée dans plusieurs pays. Je dirais même, j'oserais même dire dans tous les pays d'Afrique, cette quantité de pain qui est consommée au quotidien. Bref, dans des grandes villes, dans des métropoles, les villages, les quartiers, les sous-quartiers, tous ces boulangers ne fonctionnent qu'avec de la farine de blé. Et il n'y a pas que eux, même les pâtissiers aussi utilisent la farine de blé. Les ménages utilisent la farine de blé. Et en plus de cela, on n'a qu'à regarder tous ces petits commerces qui se font de part et d'autre. Les samoussas, les pili-pili, les beignets sucrés, les beignets soufflés, bref, tous ces ventes-là qui se font, tous ces produits, ces vendeurs ambulants et ces petits commerces-là se font uniquement avec la farine de blé. Et cela constitue un énorme marché, un marché avec un potentiel vraiment énorme.
C'est alors qu'on constate que dans ces pays-là, ces pays qui sont grands producteurs de blé et donc de farine de blé, des grands cultivateurs de blé et donc des producteurs de farine de blé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont produire de la farine de blé et ils vont faire des packaging dans des sacs en carton ou alors en papier ou alors en plastique. Et ils vont expédier cela un peu de partout dans le monde, ce qui sera distribué partout dans les entreprises, les ménages et partout. Et c'est vraiment un énorme marché des milliards de dollars, d'euros, de francs CFA. Bref, ce produit, la farine de blé, réussit vraiment à faire tourner une économie très très puissante. Alors maintenant, parlons de la farine de manioc. Mais je tiens déjà à préciser que je ne suis pas en train de dire que la farine de manioc peut remplacer la farine de blé parce que certaines personnes pourront mal m'interpréter. Les deux farines sont en effet complémentaires, mais la farine de manioc contient aussi un énorme potentiel que nous allons découvrir tout à l'heure. La semaine dernière, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des femmes telles que Elisi Irayowe du Nigeria ou telles que Elizabeth Jikebe du Kenya, des femmes qui produisent des produits dérivés du manioc, en l'occurrence la farine de manioc. Mais déjà, à quoi sert cette farine de manioc-là qui sont produits en quantité? Déjà, premièrement, la farine de manioc sert à faire du couscous de manioc. En fait, en Afrique et surtout en Afrique subsaharienne, il y a plusieurs cultures, plusieurs zones où on consomme énormément de la farine de manioc. J'ai même des amis ici à Douala qui mangent la farine, ils peuvent manger la farine de manioc du 1er au 31. Ils vont juste changer de sauce. Peut-être aujourd'hui, ce sera avec la sauce, demain avec les légumes, après-demain avec de la viande rôtie. Bref, il n'y a que ce complément-là qui va changer, mais c'est toujours le couscous de manioc qu'ils vont utiliser pour manger cela. Et ils aiment ça. Je dirais même qu'ils adorent cela. Et c'est valable aussi dans plusieurs pays en Afrique. Là, le couscous de manioc est énormément apprécié. Les gens consomment vraiment beaucoup de ce couscous-là. Bref, il y a toutes les raisons valables pour faire une farine de manioc qui est uniquement destinée à faire du couscous. On peut le faire, on peut faire des packaging et vendre à des prix abordables de façon à ce qu'il puisse être acheté par tout le monde, même ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, faire une farine uniquement pour le couscous de manioc. Alors, la deuxième chose que vous devez savoir, c'est que la farine de manioc est aussi utilisée en boulangerie pour faire des pains et des gâteaux. Vous n'avez qu'à parcourir les réseaux sociaux pour voir dans différents pays, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ce pain-là, ces différents pains qui sont produits à base de farine de manioc. Et lorsqu'on observe les photos, on peut déjà se rendre compte, ça déjà, en ce qui concerne l'aspect, lorsqu'on observe, on peut déjà apprécier, c'est très beau à voir. En ce qui concerne les goûts, là, ça va dépendre. Ça va dépendre parce que en plus de la farine, il y a certaines personnes qui utilisent du lait pour faire du pain au lait avec de la farine de manioc. Bref, il y a plusieurs possibilités dans ce domaine-là. Et même en pâtisserie, on utilise la farine de manioc pour faire des gâteaux. Le souci qu'il y a dans cette affaire, ça c'est un problème que j'ai vécu, une situation que j'ai vécue, c'est que les boulangers, lorsqu'ils veulent utiliser la farine de manioc pour faire du pain et autres, et les commercialiser, ils ont besoin des fournisseurs sûrs, des fournisseurs qui ont des capacités suffisantes pour pouvoir satisfaire à leurs besoins. Le boulanger ne veut pas un fournisseur qui va peut-être lui donner de la farine de manioc peut-être sur un mois et les 11 autres mois de l'année, il ne pourra pas fournir de la farine
à la boulangerie. Vous comprenez que si un boulanger s'engage à faire du pain avec de la farine de manioc, ce ne serait pas pour 1 ou 2 semaines, mais c'est pour le faire sur la durée. Alors, il est donc très important parce qu'il se rassure souvent que tel ou tel fournisseur puisse vraiment leur fournir de façon à ce qu'ils puissent être satisfaits sur une durée. En ce qui concerne la fabrication du pain, je préfère ne pas m'attarder là-dessus maintenant. J'ai prévu vous faire une vidéo pour vous parler des différentes machines utilisées pour faire du pain, utilisées dans les boulangeries, les grandes machines, les machines industrielles allant du pétrin jusqu'au four. Alors je reviendrai là-dessus lorsque je ferai la vidéo sur les boulangeries. Alors, la troisième chose qu'on peut faire avec la farine de manioc, c'est de faire les pâtes alimentaires. Les trucs comme spaghetti, macaroni et toutes ces marques-là qu'on voit sur le marché. Alors, ça devient très intéressant, surtout en industrie. Déjà, les 2 ingrédients principaux utilisés pour faire cela, c'est la farine de manioc et les omelettes. Et ça va se faire en 5 étapes principales. La première étape, c'est déjà de mélanger. Ça va se faire dans un pétrin. Là, lorsqu'on va mettre la farine et les œufs avec des proportions calculées, on peut aussi mettre des additifs à l'intérieur, tels que la levure et autres. Là, ce n'est pas vraiment de mon domaine. Puis, on va mélanger cela, le pétrin va pétrir cela et on peut associer à cela aussi un mélangeur. Déjà, le pétrin qui est utilisé, on peut utiliser ce pétrin-là qui est utilisé en boulangerie pour faire du pain. Sauf que pour faire les pâtes alimentaires, il est conseillé d'ajouter un mélangeur, d'associer un mélangeur à cela, parce que là, c'est beaucoup plus délicat. Et après avoir terminé cette étape au pétrin, on va passer au laminoir. Alors ça, c'est un laminoir que j'ai fabriqué. Déjà, avec les laminoirs, c'est pour laminer la pâte, ce qui a été pétri, ce qui sort du pétrin, c'est pour laminer. Donc, souvent à des échelles un peu plus petites, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire passer la pâte plusieurs fois sur le laminoir. On va laminer, repasser, laminer. Mais à l'échelle industrielle, il est conseillé de faire une série de rouleaux de laminoir, c'est-à-dire la pâte va passer par plusieurs rouleaux, plusieurs paires de rouleaux, pour qu'à la fin, on puisse obtenir l'épaisseur souhaitée et aussi l'aspect souhaité. Et après cette étape, on va passer à une autre machine que je vais appeler une découpeuse, parce que le but de cette machine serait de découper cela, de rendre cette pâte-là en fibres de pâte. Ou alors, il y a aussi des machines qui vont plutôt rendre cela sous forme de macaroni. Ça, ce sont des machines qui sont généralement conçues uniquement dans ce genre de cas. Donc, ça, ce serait la troisième étape, découper ou alors donner des formes de macaroni. Et après cette étape-là, on va passer à la prochaine étape qui sera d'insérer cela dans des déshydratateurs. Déjà, je pense que j'ai déjà beaucoup dit sur les déshydratateurs. Ici, les déshydratateurs recommandés sont des déshydratateurs électriques. Il y en a plusieurs types, il y en a vraiment beaucoup, plusieurs types sur le marché. Donc, voici les déshydratateurs que j'ai eu à fabriquer jusqu'à présent. Mais il y a des déshydratateurs vraiment utilisés en entreprise avec des plus grosses capacités. Et les pâtes, lorsqu'on insère dans le déshydratateur, ce sera juste pour une courte durée. Puis après cela, on va passer à la dernière étape qui sera l'ensachage. Et ici, les ensacheuses recommandées sont les ensacheuses automatiques. Et ces ensacheuses, eux aussi, sont conçues spécialement dans des cas particuliers pour faire des travaux particuliers, comme avec des pâtes. Donc, après cette étape d'ensachage, les pâtes peuvent directement être expédiées sur le marché pour la consommation.
Avec de la farine de manioc, on peut faire du pain, on peut faire du couscous, on peut faire des pâtes et bien d'autres choses. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire pour obtenir cette farine de manioc à partir des tubercules de manioc et quels sont les outils, quelles sont les machines utilisées pour faire cela. Je pense que c'est la partie que nous tous nous attendions. Mais avant d'aborder le sujet, je tiens déjà à dire qu'il y a plusieurs types de farine de manioc. Bref, c'est toujours la farine de manioc, mais il y a des qualités différentes. Certaines farines sont plus riches en qualité nutritive que d'autres. Et là, ça va dépendre. C'est pour cela qu'il y a des normes établies pour la production et la commercialisation de la farine de manioc. Il y en a plusieurs normes. J'ai mis dans la description le lien pour télécharger la norme gabonaise. Et il n'y a pas que cette norme. Le Nigeria aussi a une norme sur cela. Bref, il y a plusieurs normes pour produire de la farine de manioc. Et cela va dépendre de la méthode que vous aurez choisie pour produire votre farine de manioc. Certaines farines sont plus riches, comme je l'ai dit, que d'autres. Mais vous, l'entrepreneur, souvent, c'est votre client ou alors c'est en fonction du marché que vous allez choisir la méthode et pour obtenir votre farine de manioc. Prenons par exemple, si une entreprise, là je dis de n'importe quoi, si une entreprise comme Nestlé, lorsque vous voulez leur proposer de la farine peut-être pour faire des pâtes, ils vous exigent le type de farine qu'ils souhaitent de vous. Et c'est en fonction de cela que vous allez produire votre farine de manioc. Et normalement, c'est ainsi que ça doit se faire. C'est-à-dire, même les boulangers doivent vous dire le type de farine, la qualité. C'est-à-dire, ils doivent vous dire, nous voulons une farine ainsi, avec telle propriété, avec telle qualité. Et c'est en fonction de cela que les producteurs de farine de manioc doivent produire leur farine, tout en respectant les normes, bien sûr. Dans cette vidéo, je vais donc vous proposer deux méthodes pour obtenir votre farine de manioc. La première méthode, qui est la méthode la plus simple, va se passer ainsi. À la première étape, on va éplucher les boutures de manioc. Et après cela, on va laver ces boutures-là. Après avoir lavé ces boutures, on va les découper. Et après avoir découpé, on va déshydrater. Et après avoir déshydraté, on va broyer cela. Et après le broyage, on va tamiser et puis ensacher. Cette étape très simple. La première étape, c'est éplucher. À cette étape-là, il y a des éplucheuses de manioc. Là, c'est beaucoup plus en fonction de la quantité qu'on parvient facilement à concevoir des éplucheuses de manioc. C'est plus facile de faire des éplucheuses de manioc qui vont éplucher des grosses quantités. C'est plus facile et plus économique parce que c'est l'étape qui nécessite beaucoup plus de personnes. Ça prend beaucoup de temps, donc beaucoup d'énergie et beaucoup de personnes. Donc, les éplucheuses de manioc sont généralement conseillées de faire de façon à ce qu'elles puissent prendre beaucoup de quantité. Et après cela, on va passer au lavage. Le lavage, quant à lui, peut être directement associé avec l'éplucheuse. C'est-à-dire, il y a des machines qui épluchent et lavent en même temps. C'est aussi possible de faire ça séparément, mais c'est conseillé de faire une machine qui va éplucher et laver en même temps. On va associer cela à des pompes pour asperger de l'eau là-dessus. Pendant qu'elle épluche, elle va laver et à la fin, on obtient un manioc propre. Donc, après cette étape-là, on va donc passer au découpage. Le but ici, c'est de rendre le manioc en des petits morceaux qui vont facilement sécher. Parce que lorsqu'on sèche les tubercules de manioc aussi grosses qu'elles le sont, ça prend beaucoup plus de temps pour déshydrater. Alors, il est conseillé de les découper en des petits morceaux, plus petits possible, pour qu'elles puissent prendre moins de temps pour déshydrater. Et les découpeuses, il y en a plusieurs types. Il y en a plusieurs. Lorsque je fabriquerai des découpeuses, je vais les publier. N'oubliez pas de me suivre sur mon compte Instagram parce que je suis aussi actif, très actif là-bas. C'est là-bas que je publie maintenant les photos
des machines que je fabrique. Donc, je vais certainement publier là-bas lorsque je vais fabriquer une. Donc, après cette étape de découper, on passe au déshydrateur. Alors, les déshydrateurs utilisés pour faire la farine de manioc sont assez particuliers parce qu'ici, on a plusieurs possibilités. On peut faire des kits de déshydratation, on peut faire des conteneurs déshydrateur, ou alors on peut même transformer toute une salle, toute une chambre en déshydrateur parce que là, il s'agit là de déshydrater vraiment beaucoup de quantité de tubercules et on n'a pas trop besoin de précision à cette étape-là. Alors, le but, c'est juste de déshydrater sans toutefois inclure toute autre précision. Alors, on peut faire et vu qu'il y a souvent beaucoup de quantité, c'est conseillé de faire soit des kits, soit des conteneurs, soit alors des chambres déshydrateur. Après avoir donc déshydraté, on va passer au broyage. Alors, le broyage aussi, les broyeurs, il y a plusieurs types. Il y a vraiment plusieurs types sur le marché. Le broyeur, lui, va broyer les fibres qui ont été déshydratées. Et après cela, on va passer au tamisage. Déjà, je tiens à dire que le broyeur a déjà son tamis, mais ça n'exclut pas l'opération de tamisage. Parce que même après avoir passé par un broyeur malgré son tamis, il est conseillé de passer encore à une autre opération qui est le tamisage. Et il y a des machines aussi spécialement conçues pour le tamisage des farines. Là, c'est pour obtenir vraiment des calibres sollicités. Et après cela, on va passer à la dernière étape qui est le packaging, l'ensachage. Ici, les ensacheuses, je reviendrai là-dessus. J'ai prévu faire une vidéo où je vais beaucoup plus vous parler des ensacheuses parce qu'il y a beaucoup à dire sur les ensacheuses. La deuxième méthode de production de farine de manioc à partir des boutures est un peu plus longue que la première, mais aussi très bénéfique. Alors là, la première étape, on va d'abord sélectionner les boutures, puis on va éplucher, puis laver. Et après avoir lavé, là, les mêmes outils qui ont été utilisés pour la première méthode peuvent être utilisés pour la deuxième. Maintenant, ce qui va changer ici, c'est que après avoir lavé, on va directement broyer les tubercules de manioc. Alors, le broyage qui se fait sur cette étape, c'est un broyage des tubercules fraîches. Alors que sur la première méthode, on va broyer les tubercules qui ont déjà été séchés. Alors ici, on va broyer les tubercules qui sont encore fraîches. Et cette étape, généralement, on l'appelle le râpage pour ne pas confondre avec le broyage à sec. On va appeler ça le râpage. Et lorsqu'on va faire cela, on va passer à l'étape suivante qui sera la presse. On va passer à la presse. Et puis, on va passer après la presse, on va donc passer au déshydrateur. Et après le déshydrateur, on va rebroyer. Cette fois-ci, le broyage serait à sec. Et après cela, on va tamiser et ensacher. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le lavage, l'épluchage et le lavage, c'est pareil que la première méthode. Et après ça, on passe à un broyage à frais. Maintenant, je vais revenir sur le râpage et la presse dans la vidéo, la semaine prochaine, dans la vidéo sur le gari, je reviendrai dessus parce que cette opération est aussi utilisée dans la production du gari. Donc, je vais revenir là-dessus et vous parler beaucoup plus en détail de la râpeuse et de la presse. Il y a plusieurs types de presse. Ça dépend du budget souvent que vous avez, que vous devez choisir votre type de presse. Alors, l'avantage qu'il y a avec cette deuxième méthode, c'est qu'à la fin, on obtient de la farine de manioc et aussi de l'amidon. On peut obtenir de la farine et de l'amidon en même temps. Cependant, la farine qu'on aurait obtenue n'aura pas des qualités aussi élevées que la première méthode. Mais ce n'est pas grave. Comme je le disais tantôt, ça va dépendre du marché auquel vous voulez vendre votre farine.
qu'est-ce que vous voulez faire avec votre farine. Si c'est pour faire des pâtes, par exemple, là, c'est encore tolérable parce qu'avec les pâtes, on va utiliser les omelettes pour enrichir la farine qui serait produite. Alors que lorsque c'est pour faire directement le couscous ou alors le pain, c'est-à-dire une consommation directe où il n'y a pas trop d'additifs, il n'y a presque pas d'additifs, avec le couscous par exemple, il est conseillé de faire une farine aussi riche, le plus riche possible, la plus riche possible. Alors, je tiens à dire qu'il n'y a pas que ces deux méthodes qui sont utilisées pour la production de la farine de manioc. Compte tenu des multiples cultures qu'on a en Afrique, il est fort probable qu'il puisse exister d'autres méthodes, d'autres manières de faire cela pour obtenir de la farine de manioc. La semaine prochaine, je vais vous parler du gari, plus précisément du business du gari en Afrique. Et vous allez constater qu'il y a plusieurs choses. Il y a des opportunités, vraiment énormément d'opportunités reliées à cette affaire-là. Donc, la semaine prochaine, on va continuer à parler du manioc et plus précisément du gari. Pour ceux qui ont des questions, veuillez laisser vos questions dans la rubrique commentaires. Je vais regrouper ces questions-là et trouver la meilleure manière pour les répondre. Soit je vais faire une vidéo uniquement pour répondre aux questions, ou alors je vais directement les répondre dans la rubrique commentaires. Et pour ceux qui ont des projets dans la farine, dans le manioc en général, dans la filière manioc, vous pouvez nous écrire à l'adresse lemachinistenoir@gmail.com. Si vous avez déjà votre cahier de charge et vous avez des besoins, nous sommes disposés à vous fabriquer des machines. Et si vous n'avez pas encore étudié votre projet, vous pouvez toujours nous contacter pour l'étude de vos projets. Les frais d'étude, c'est à partir de 26 000 francs. Ça va vraiment dépendre des spécificités dont vous allez nous donner. Donc, c'est à partir de 26 000 francs ou alors 40 euros pour ceux qui veulent payer en euros. Je reviendrai là-dessus en ce qui concerne l'étude, les frais autres dans la vidéo de conclusion business, la vidéo de conclusion sur le manioc que je vais publier peut-être d'ici 1 ou 2 semaines. Donc, je vais revenir là-dessus pour donner un peu plus de détails. Donc, à la semaine prochaine pour vous parler du gari. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Ciao!